Et merci pour cette présentation de mon intervention. C'est vrai que pour ce qui concerne la justice, on arrive, et Emmanuel Delachery tout à l'heure l'a relevé, il avait raison, on arrive à un aspect individuel qui suppose qu'on soit d'une extrême précision dans tous les constats et on ne raisonne plus en termes de grande masse, ce qui, comme il l'a dit aussi, peut avoir l'inconvénient de ne pas offrir les mêmes leviers du point de vue financier. Alors, quelques mots de présentation. Avocate générale, ça ne veut pas dire que je suis avocate, ça veut dire que je suis magistrate au parquet général de la Cour de cassation et j'y suis je suis à la chambre sociale, d'où mon intervention sur une affaire que j'évoquerai en deuxième partie, qui est celle de Vueling, qu'on a évoqué à plusieurs reprises ce matin et d'autres jours de ce séminaire. Mais avant de vous parler de Vueling, je souhaite donner quelques éléments plus généraux sur les aspects de traitement par la justice des affaires de travail illégal, parce que je pense que ça permet de situer un petit peu la question. Alors, on a eu en 2017 sur le million de condamnations pénales prononcées, 4000 condamnations seulement pour travail illégal, sachant que dans des cas où les procès-verbaux relevaient des infractions, mais qui pouvaient s'analyser comme des irrégularités sans véritable intention de frauder, on ajoute à ces 4000 condamnations ce qu'on appelle des alternatives aux poursuites, qui sont essentiellement des rappels à la loi. Mais vous voyez que l'ordre de grandeur est quand même assez minime, et qu'il est d'ailleurs plutôt comparable aux 2200 amendes administratives qu'évoquait tout à l'heure Agnès Leroy. C'est certainement pas condamnation plus amende administrative, on n'est pas à la hauteur du phénomène qui est constaté, et encore moins à celui qui pourrait être constaté avec encore plus de contrôle que ceux qui sont menés. Les secteurs qui sont principalement concernés sont, on l'a vu tout à l'heure, le BTP, l'agriculture aussi, et l'hôtellerie-restauration. Et dans cet ensemble d'affaires de travail illégal, je suis tout à fait incapable de vous dire ce que représente en nombre ce qui nous intéresse ce matin, c'est-à-dire les fraudes au détachement. Parce que je pense qu'on en a très peu, mais on en a tellement peu qu'on n'en tient pas véritablement la comptabilité côté justice. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que ça fait l'objet de rappels très fréquents de la part de la direction des affaires criminelles et des grâces, qui est celle qui s'adresse au parquet pour leur donner à la fois des directives de poursuite et tous les éléments juridiques nécessaires pour que ces poursuites puissent être menées avec l'efficacité nécessaire. Alors, ça c'est le volet pénal, mais il faut avoir en tête que le volet civil est certainement au moins aussi important et qu'il est parfois en lien avec le volet pénal et parfois pas. Pour donner un ordre de grandeur aussi, alors que je parlais tout à l'heure d'1 million de condamnations pénales, on a chaque année 2 250 000 décisions civiles qui sont rendues, et dans cet ensemble, on en a 118 000 qui sont rendues par les conseils de prud'homme. Je le dis parce que ça permet d'isoler tout ce qui est conflit en droit du travail. Mais là-dedans, je suis à nouveau tout à fait incapable de vous dire combien de décisions ont été rendues par les conseils de prud'homme sur des affaires de travail illégal, et ce d'autant que parfois ça vient en plus d'autres, à l'occasion de conflits qui portent sur d'autres sujets de droit du travail également. Et puis à ça, il faut ajouter les conflits sécurité sociale qui viennent pas devant les conseils de prud'homme. On a évoqué, ou ça a été dit par plusieurs intervenants ce matin, il y a de très nombreux agents qui peuvent verbaliser en matière de travail illégal, et ça donne donc une force de frappe assez importante. Ça présente quand même l'inconvénient qui a aussi été souligné, que c'est difficile de se coordonner d'une part, et d'autre part, pour ces agents, les poursuites en matière de travail illégal ne sont pas nécessairement toujours au cœur de leur métier. Et du coup, la coordination est d'autant plus nécessaire, et sur ce point, je pense que même s'il y a encore beaucoup à faire, il y a aussi beaucoup de choses qui ont été faites, notamment en déliant les agents du secret professionnel les uns envers les autres dans leurs poursuites, en les déliant de ce même
secret professionnel vis-à-vis des agents qui ont les mêmes attributions et qui travaillent, eux, dans d'autres pays que la France, en indiquant que les PV qui sont dressés doivent être transmis aux organismes de recouvrement des cotisations sociales, ce qui leur permet d'intervenir rapidement, et puis en prévoyant une coordination de l'action publique avec l'instrument qui a été évoqué tout à l'heure, qui est donc le CODAF, le comité départemental antifraude, qui est une instance coprésidée par le préfet et par le procureur et qui rassemble l'ensemble des services de contrôle. Donc, bon, on fera mieux, je pense, de mieux en mieux avec le temps, mais je peux vous dire, à partir de mon expérience aussi de magistrate dans un parquet d'un tribunal de la région parisienne, qu'on a quand même beaucoup progressé. Les sanctions en matière pénale sont relativement importantes, celles qui sont prévues par le Code. Je ne vous parle pas de celles qui sont prononcées parce que je pense qu'on est quand même dans les faits largement en dessous, mais il y a un risque d'emprisonnement de 3 ans en cas de travail illégal, 5 ans quand il y a des circonstances aggravantes, d'amende de 45 000 à 45 000 euros, voire 75 000 quand il y a des circonstances aggravantes, et surtout des peines complémentaires du type interdiction de gérer ou exclusion des marchés publics, qui peuvent être dissuasives. Simplement, il faut avoir à l'esprit que, outre ces condamnations, il est très important de favoriser l'action civile des travailleurs et d'autres victimes qui, d'une part pour leur permettre d'être remplies de leurs droits, de récupérer les sommes qu'elles doivent récupérer, mais aussi parce que ça a un aspect extrêmement dissuasif, là pour le coup d'un point de vue financier. Alors, je parle là, pour ce qui concerne les travailleurs, de leur possibilité de demander le paiement d'une amende forfaitaire équivalente à 6 mois de salaire, qui se cumule avec les dommages-intérêts et les indemnités de rupture, et la possibilité pour les syndicats de se constituer partie civile aussi, dès lors que les intérêts collectifs de la profession sont atteints par le travail illégal, et aussi de la possibilité pour les URSSAF de se constituer partie civile et à ce moment-là de produire le préjudice qu'elles ont subi et d'en recevoir une indemnisation. Alors, voilà assez rapidement évoqué les règles générales applicables en matière de travail illégal, et je répondrai à des questions sur ce point, bien sûr, s'il y en a. Mais je voudrais passer à ce qui a fait l'actualité, en tout cas pour ce qui concerne la Cour de cassation, et qui continuera de le faire, qui est l'affaire Vueling, dont on a parlé à plusieurs reprises ici, parce que c'est une affaire dans laquelle j'avais rendu un avis, et 2 avis en fait, et qui m'a paru extrêmement importante pour l'évolution qu'elle peut entraîner dans l'application du droit communautaire. Alors, Vueling est une filiale d'Iberia, c'est une compagnie low cost qui avait une base d'exploitation, qui a toujours d'ailleurs une base d'exploitation, non, qui n'a plus, qui avait une base d'exploitation à Roissy, mais qui n'affiliait pas son personnel navigant en France, mais en Espagne. Alors, le personnel non navigant était affilié en France, le personnel navigant était domicilié fictivement au siège de l'entreprise, à Barcelone, et rejoignait l'établissement de Roissy 1 mois après l'embauche. Donc ça a donné lieu à une intervention de l'inspection du travail qui a fait une enquête et qui a dressé des procès-verbaux. Et à partir de là, l'affaire a connu des développements sur 2 plans. D'abord sur le plan pénal et ensuite sur le plan civil. Sur le plan pénal, il y a eu relax par le tribunal de grande instance de Bobigny, puis condamnation par la Cour d'appel de Paris, pourvoi devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, et en 2014, rejet de ce pourvoi, de sorte que Vueling a été pénalement condamné. La Cour, refusant de transmettre une question préjudicielle que Vueling souhaitait voir transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne,
et jugeant que l'activité sur une base d'exploitation ne pouvait pas, compte tenu des conditions dans lesquelles elle était exercée, se prévaloir des certificats A1 qui avaient été obtenus des autorités espagnoles. Alors, cette condamnation, plutôt la condamnation pénale par la Cour d'appel de Paris et surtout le rejet du pourvoi par la Chambre criminelle ont été beaucoup critiqués. Il a été dit, et je pense à juste titre, que cette condamnation n'était pas conforme au droit européen, qu'il aurait fallu transmettre une question préjudicielle, parce que au moment où la Cour a statué, en 2014, on ne pouvait pas écarter de la sorte les certificats. Donc, on en subit. Je pense que c'est quelque chose qui complique encore un petit peu la vie actuellement. Alors, sur cette utilisation des certificats E101, vous le savez, il y a eu deux décisions importantes. Il y a eu l'arrêt Arosa en 2017 qui par lequel la Cour nous dit que le certificat lie des institutions de sécurité sociale de l'État membre d'accueil, même quand les conditions d'activité du travailleur n'entrent manifestement pas dans le champ d'application du règlement 1408/71. Et puis on a eu, ça a été évoqué aussi, ce qui a pu paraître une fenêtre entrouverte, l'arrêt Altoun de 2018, par lequel la Cour de justice de l'Union européenne nous dit que quand l'État membre d'accueil saisit l'État membre d'émission d'une demande de retrait montrant l'existence d'une fraude et que l'État membre d'émission ne prend pas en compte ces considérations sur la fraude, les juridictions de l'État membre d'accueil peuvent écarter les certificats. Alors, fort de cette décision Altoun, on pensait que dans le cas de Vueling, pour lequel, comme ça a été dit d'ailleurs par la Cour de justice elle-même dans son arrêt du 2 avril 2020, les autorités espagnoles avaient annulé les certificats E101, reconnaissant ainsi qu'ils avaient été obtenus par fraude. Eh bien, on pensait que la Cour allait rendre une décision à peu près dans la même ligne que Altoun et considérer que comme il y avait fraude, la juridiction civile, cette fois, qui avait été saisie par un pilote de Vueling, allait pouvoir écarter les certificats 101 qui avaient été délivrés par l'autorité espagnole pour lui. Et à ce moment-là, on allait pouvoir indemniser ce monsieur du préjudice qu'il portait devant la juridiction civile et qui était, alors il demandait qu'on lui verse l'indemnité de 6 mois de salaire, plus des dommages et intérêts et un certain nombre de rappels de ses droits à congé, etc., ainsi que son préjudice résultant de son défaut d'affiliation auprès des autorités de sécurité sociale françaises. Et en réalité, ça n'est pas ce que la Cour de justice de l'Union européenne a fait, puisque dans son arrêt du 2 avril 2014, elle nous rappelle que les justiciables ne peuvent pas frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes de l'Union. Elle reconnaît qu'effectivement il y a eu fraude, mais en même temps, elle nous dit aussi que les autorités, les juridictions françaises pouvaient raisonnablement penser qu'il y avait fraude. Cela dit, elle nous fait obligation d'engager la procédure de dialogue avec promptitude et de pouvoir constater qu'on ne nous répond pas dans un délai raisonnable du côté de l'État membre d'émission avant toute constatation de fraude permettant à la juridiction nationale d'écarter les certificats A1. Alors, au cas particulier, dans l'affaire Vueling, il s'était écoulé 4 ans entre les constatations faites par l'inspection du travail à Roissy et la saisine de l'autorité compétente en matière de sécurité sociale espagnole. Et donc, on ne peut pas considérer, et la Cour nous le dit, ça, on ne peut pas considérer que cette procédure de dialogue a été engagée avec promptitude.
Mais il faut dire que cette condition de promptitude est une nouveauté qui a été ajoutée par la Cour de justice de l'Union européenne dans cet arrêt du 2 avril. Et donc, en réalité, ce qui se passe avec cet arrêt, c'est que la Cour fixe les règles applicables aux institutions compétentes en matière de sécurité sociale, les règles applicables aux juridictions qui sont saisies de la validité de ces certificats, mais elle le fait sans se préoccuper du tout du préjudice subi par les travailleurs qui sont victimes du comportement frauduleux de l'employeur, tout en reconnaissant qu'effectivement, on peut dire qu'il y avait une difficulté de l'ordre de la fraude dans la situation qui lui était soumise. Et donc, on se retrouve devant la difficulté d'essayer de voir ce qui peut être fait de ce préjudice du travailleur, sachant qu'il y a quand même un droit fondamental à exercer un recours quand on a subi un préjudice, droit fondamental qui est reconnu aussi bien par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce droit fondamental? Quelles peuvent en être les suites? Sur ce point, il y a une première difficulté qui est d'identifier le préjudice subi par le travailleur, parce que on se doute bien qu'il existe, ne serait-ce qu'en raison des différences de prestations entre les différents pays de l'Union européenne, et ça avait été souligné devant la Cour de justice de l'Union européenne pour l'affaire Welling par l'avocat général qui était, lui, d'ailleurs, pour une solution beaucoup plus respectueuse des droits des travailleurs. Et l'avocat général disait, pour autant que la législation de sécurité sociale soit plus favorable que celle dans laquelle le travailleur a été indûment maintenu du fait des manœuvres frauduleuses de l'employeur, il en résulte pour lui un préjudice dont il est en droit d'obtenir réparation. Et il continue en disant, ce serait à mes yeux un curieux retour des choses que la jurisprudence relative à l'effet contraignant du certificat E101, dégagé par la Cour, notamment pour protéger le droit à la libre circulation des travailleurs, puisse restreindre la possibilité d'une telle action en réparation. Donc, lui estimait qu'il y avait un préjudice qui méritait réparation. Il n'était pas à même de le décrire précisément. Et effectivement, en tout cas en matière de santé, c'est un préjudice qui est un peu aléatoire parce que tout dépend de ce qui arrivera au travailleur pendant la période où il est indûment détaché. S'il a strictement aucun ennui de santé, il est difficile de dire qu'il a un préjudice. En revanche, s'il en a et qu'il est très mal protégé par le système de sécurité sociale du pays où il est affilié, là, il y en aura un. Il y a un point sur lequel on peut avoir les idées un petit peu plus claires, et il a été évoqué, je me souviens, dans une précédente journée de réflexion dans le cadre de ce séminaire, c'est le préjudice tenant à la retraite complémentaire. Puisque dans cette affaire, Welling, on avait donc un pilote qui, en tant que tel, peut être affilié à un organisme de retraite complémentaire assez avantageux, qui sert des prestations élevées. Et le fait qu'il ait été affilié en Espagne le privait de cette cotisation à cet organisme de retraite complémentaire et par conséquent d'un supplément de retraite qu'il aurait dû toucher. Alors, dans cette affaire, c'était quand même pas d'un montant très, très important puisque le salarié lui-même l'évaluait à 3 900 € pour un an d'affiliation frauduleuse en Espagne. Mais bon, au moins, on a là un préjudice qui est identifiable et qui, en tant que tel, mérite d'être compensé. Face à cela, je ne reviendrai pas dans le détail sur le dialogue entre institutions compétentes en matière de sécurité sociale parce que c'est beaucoup plus compétent que moi pour l'évoquer, mais simplement, je dirais que c'est une procédure qui est conçue pour assurer l'unicité de la législation applicable et la coordination des systèmes de sécurité sociale, pour lutter contre des fraudes quand on voit qu'elles sont d'une certaine ampleur ou quand elles ont un intérêt parce qu'elles sont nouvelles, mais c'est pas quelque chose qui est conçu pour préserver les intérêts individuels de chacun des travailleurs. C'est beaucoup trop lourd et beaucoup trop long. C'est d'ailleurs pas contraignant et donc on ne peut pas l'utiliser de la sorte. Alors que d'ailleurs, je reviens un petit peu en arrière, mais dans son arrêt,
Vueling du 2 avril 2020, la Cour de justice de l'Union européenne nous disait qu'il revenait à la juridiction devant laquelle on portait ce type d'affaires, de s'assurer que la procédure de dialogue avait été mise en œuvre, et le cas échéant, enfin si en fait elle n'avait pas été mise en œuvre, de mettre en œuvre, elle, tous les moyens de droit à sa disposition afin de s'assurer que l'institution compétente de l'État membre d'accueil enclenche cette procédure. Là, je pense que, sciemment ou non, la CJUE fait aux juridictions, en tout cas aux juridictions françaises, une injonction à laquelle elles sont strictement incapables de répondre. Je ne vois vraiment pas comment une juridiction française saisie dans les conditions dans lesquelles elle l'est pourrait faire obligation aux organismes de sécurité sociale d'aller faire jouer la procédure de dialogue. Encore moins dans des délais qui lui permettent de statuer utilement ensuite. Donc, ce ne sont pas ces procédures de dialogue, quel que soit leur intérêt, et je leur dénie strictement pas du tout ça, mais elles ne peuvent pas répondre à la situation du travailleur pris individuellement. Il reste cependant la possibilité de poursuite pénale qui, elle, a été réaffirmée de façon assez intéressante par l'arrêt du 14 mai 2020, l'arrêt Bouygues, qui a aussi été évoqué, je crois, ou qui va l'être à travers les questions. La chambre criminelle instruite par, l'appréciation qui a été faite de sa décision de 2014, quand elle avait refusé de transmettre une question préjudicielle, cette fois-ci a saisi la Cour de justice d'une question préjudicielle portant sur cette affaire dans laquelle des travailleurs avaient été détachés sur le chantier de Flamanville. Et elle a interrogé la CJUE sur le point de savoir si les déclarations... s'il était possible d'écarter les certificats A1 lorsque les constatations faites par les agents de contrôle montraient qu'il n'y avait pas eu de déclaration préalable à l'embauche. Et la Cour de justice a répondu dans cet arrêt du 14 mai que si les déclarations préalables à l'embauche ont pour objet, je la cite, de garantir l'efficacité des contrôles opérés par les autorités nationales compétentes, afin d'assurer le respect des conditions d'emploi et de travail imposées par le droit du travail, mais qu'elles ne peuvent en aucun cas entraîner l'affiliation des travailleurs concernés à l'une ou l'autre branche du régime de sécurité sociale, alors l'article 11 du règlement 574/72 ne fait pas obstacle à ce qu'elle fonde des poursuites pénales en matière de droit du travail, et la Cour juge, en résumé, que les certificats A1 s'imposent aux juridictions des États membres uniquement en matière de sécurité sociale. Alors là, il y a quand même une piste assez intéressante parce que, avec le travail illégal, on est vraiment à la confluence entre le droit du travail et le droit de la sécurité sociale. Lorsque les poursuites, et c'était le cas malheureusement dans Vueling, ne reposent que sur le fait pour une entreprise de n'avoir pas verser les cotisations de sécurité sociale alors qu'elle le devait en France, on n'entre pas dans le cas de figure qui a été dégagé par cet arrêt du 14 mai 2020. Mais lorsque on a pu constater qu'il n'y avait pas de déclaration préalable à l'embauche, alors effectivement, on voit rentrer toute une possibilité, on va arriver toute une possibilité de poursuite qui va donner lieu ensuite à des possibilités pour les travailleurs de se constituer partie civile, soit d'abord devant les juridictions pénales, parce que ça sera plus rapide pour eux, soit ensuite devant les juridictions civiles, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand même beaucoup d'indemnités qui peuvent leur être accordées et d'un montant assez conséquent. Et depuis d'ailleurs, la chambre criminelle a le 12 janvier, à partir du 12 janvier, recommencé à condamner dès lors qu'on avait pu faire
constaté qu'il n'y avait pas eu de DPAE, et donc on a une voie ouverte là, côté pénal, qui est assez intéressante, et qui peut l'être peut-être aussi, je pense, avec l'absence de déclaration préalable au détachement, puisque depuis 2014, c'est quelque chose qui n'existait pas du temps des constats de Vueling, mais depuis 2014, l'employeur est tenu, par l'article L 1262-2-1 du Code du travail, de faire de telles déclarations. Donc, face à ça, on se retrouve donc avec un arrêt Vueling qui ne permet que très peu aux salariés de faire valoir leurs droits. Et la question se pose maintenant de savoir si la Chambre sociale de la Cour de cassation va ressaisir la CJUE d'une deuxième question préjudicielle qui porterait cette fois-ci sur l'exercice du droit au recours par le salarié, puisque on peut considérer que le renvoi à la procédure de dialogue que fait la CJUE dans son arrêt du 2 avril ne répond pas à la question de l'indemnisation du préjudice du salarié. Il s'agit pourtant d'un droit fondamental, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce droit, pour l'instant, n'est pas exercé, et la question que je souhaiterais que la Chambre sociale pose maintenant à la CJUE est celle de savoir comment le salarié peut exercer son droit au recours, droit qu'il tient, je l'ai dit, de la Charte des droits fondamentaux et de la CEDH. Alors, ça a été évoqué en audience au mois de février. La décision sera rendue le 31 mars et je suis tout à fait incapable de vous dire ce qui sera décidé. Mais sachez que la question est posée, elle est pendante devant la Chambre sociale, et il y aura peut-être une deuxième question préjudicielle, mais je l'ignore tout à fait. C'est vraiment une question qui reste ouverte. Il y a d'autres questions préjudicielles qui sont posées à propos du détachement et des compagnies aériennes. Je sais qu'il y en a une qui a été posée par les autorités italiennes et qui concerne Ryanair et qui est portée aussi devant la Cour de justice, qui a pour objet de savoir comment on apprécie le critère de rattachement à une base d'exploitation. Donc vous voyez qu'il y a quand même un contentieux très nourri sur cette question du détachement. Je voudrais juste conclure, et puis dire aussi que effectivement l'article 21 du règlement Bruxelles 1 bis est quelque chose d'important pour nous, puisque il affirme quand même qu'il faut privilégier la partie faible qu'est le salarié pour lui offrir une possibilité d'exercer un recours depuis le pays dans lequel il travaille ou depuis le pays dans lequel il réside. Alors, juste 2 mots de conclusion maintenant. Je pense que ce qui est important, et ça a été dit, mais je le répète, c'est de mettre en place une communication extrêmement rapide entre les différents services verbalisateurs pour éviter de se retrouver dans la situation qui est celle de l'arrêt Vueling, où il s'est écoulé 4 ans entre les constatations et la saisine des autorités de sécurité sociale espagnoles. De voir chaque fois que c'est possible de relever les absences de DPAE ou les absences de déclaration préalable au détachement, de façon à pouvoir plus facilement arriver sur le volet droit du travail, qui est nettement plus favorable à l'exercice de ces droits par le travailleur concerné. Et puis, bon, voilà, on va voir ce que donnera cette décision qui sera rendue le 31 mars, et s'il sera possible pour les salariés qui ont été affiliés dans un pays dans lequel ils n'auraient pas dû l'être à la suite de ce qu'on peut considérer comme une fraude. Si c'était possible, je pense que s'il était possible aux salariés de faire valoir leur préjudice devant la CJUE, je pense qu'on aurait à faire un grand progrès. Voilà, je vous remercie.